La Terre est condamnée. Un astre fonce droit sur nous et notre temps est compté. Alors que la civilisation vacille et que notre monde est ravagé, saurons-nous construire un vaisseau capable de nous emmener vers d'autres planètes habitables? L'humanité pourra-t-elle échapper à l'anéantissement? Pourrons-nous évacuer la Terre? C'est digne d'un scénario de science-fiction. La fin du monde, pas d'espoir de retour, il faut évacuer la Terre. Pourtant, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. On a une impression de stabilité parce que la Terre existe depuis plusieurs milliards d'années et qu'on évolue dans un environnement relativement stable. Il y a régulièrement des ouragans, des tornades, des tremblements de terre. Mais globalement, la population continue de se développer. Ce qui nous donne peut-être une fausse idée de l'avenir. 이런 거는 좋아하지? 아빠, 여기? 그래, 여기. 잠시 한번 볼래? 잘 보이니? Toute la vie humaine et toutes les autres formes de vie sur cette planète sont concentrées dans la couche mince et instable qui entoure cet objet rocheux, gravitant autour d'une étoile perdue au milieu d'une grande galaxie isolée. C'est une étoile filante? Waouh, t'as vu celle-là? Les revers qu'ont subis les hommes ne sont rien comparés à ce qui pourrait nous tomber sur la tête. Il peut arriver tout un tas de mauvaises choses sur une planète comme la Terre. Ça se passe en ce moment? Oui. Allons-y. Il y a des scénarios dans lesquels la planète entière pourrait devenir inhabitable, à l'instant présent ou dans un avenir prévisible. Il se pourrait également que notre planète soit totalement détruite. Ouvrez le dôme! Ouvrez le dôme! Oh la vache! Monte dans la voiture, vite! Monte! De Tucson dans l'Arizona à Okayama au Japon, des météorites grosses comme des boules de bowling ont causé des ravages sans précédent. Selon les autorités, le bilan humain serait de 250 000 morts. Il pourrait s'agir de la pire catastrophe naturelle que le monde ait jamais connue. À en croire d'éminents scientifiques, ces événements dramatiques pourraient n'être que le sommet de l'iceberg, un signe annonçant l'imminence de la fin du monde. Si tout à coup une pluie de gros objets célestes s'abattait sur la Terre, ce serait la catastrophe. Il y aurait de nombreuses conséquences et ce ne serait pas une bonne nouvelle.
Il existe des objets dans l'univers qui pourraient rendre la Terre inhabitable ou même la détruire purement et simplement. Avant même qu'ils n'arrivent à proximité de notre planète, ces objets pourraient engendrer une pluie de comètes et d'astéroïdes. Ces pluies de météorites sans précédent nous mettraient la puce à l'oreille. On tournerait nos télescopes dans leur direction et on scruterait intensément le ciel. On commencerait peut-être par voir un objet mystérieux venant de l'espace intergalactique. Un des scénarios les plus extrêmes qu'on puisse imaginer ferait intervenir ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Ce type d'étoile est incroyablement dense et en raison de sa petite taille, sa luminosité peut être des millions de fois inférieure à celle du Soleil. Une étoile à neutrons est un corps stellaire. Une étoile bien plus massive que le Soleil, qui brûle son carburant extrêmement vite. À la fin de sa vie, quand elle a épuisé tout son carburant, son noyau s'effondre sur lui-même. Il se produit une supernova, une violente explosion stellaire. Il ne reste alors qu'un noyau incroyablement dense composé de neutrons. Il fait à peu près 10 km de diamètre. Comme une étoile à neutrons a une masse égale à 2 ou 3 fois celle du Soleil, elle exerce une énorme force de gravité. Et quand des objets s'en approchent, ils sont soumis à des forces si puissantes qu'elles peuvent les faire exploser. Ce qui fait peur, c'est qu'au moment où l'étoile s'effondre sur elle-même, elle peut se propulser dans l'espace à une vitesse phénoménale. Elle peut fuser à travers l'espace à une vitesse inouïe et balayer tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. À l'approche de notre système solaire, son champ gravitationnel intense va perturber l'orbite d'objets comme les astéroïdes. Et on risque de voir une pluie de météorites s'abattre sur nos têtes. Que se passera-t-il ensuite? Les scientifiques essaieront de modéliser les différentes trajectoires possibles de cet objet dans notre système solaire. Si on découvrait qu'une étoile à neutrons se dirige droit sur nous, ce serait une très mauvaise nouvelle. On ne peut pas la faire exploser, ni changer sa trajectoire. Soit on s'écarte de son chemin, soit on subit les terribles conséquences d'une destruction massive. Certains scientifiques parlent de fin du monde. D'après les astronomes, une étoile à neutrons serait sur une trajectoire de collision avec la Terre. Si vous venez nous rejoindre, nous avons aujourd'hui pour invité l'astrophysicien Lawrence Kellogg. Monsieur Kellogg, ce scénario est digne d'un film. Oui. Pourtant, je vous assure que c'est vrai. Si on annonçait aux gens qu'un engin d'apocalypse se dirigeait vers la Terre, leur première réaction serait de dire « Tiens, Spielberg a sorti un nouveau film. C'est sûrement une tactique pour accrocher l'attention du public. » D'où vient-elle, cette étoile à neutrons? Il y a 60 000 ans, une étoile située à la périphérie de notre galaxie s'est effondrée. Il y a eu une formidable explosion appelée supernova. La violence de cet événement a catapulté les vestiges de l'explosion dans un voyage de plusieurs milliers d'années. Et ces vestiges ont tout dévasté sur leur passage. Le problème à notre époque, et ça peut être une bonne ou une mauvaise chose selon le sujet, c'est que les gens sont très cyniques. On a tendance à ne pas croire ce qu'on voit ou ce qu'on entend. On peut imaginer que divers intervenants, divers scientifiques, participeraient au débat et confirmeraient l'information. Pensez-vous qu'on puisse être touché? Je crains que oui. Les astronomes du monde entier pourraient vous le confirmer. On a tous les mêmes données. Au bout d'une semaine ou deux, les gens finiraient par y croire.
Mais la vraie question, c'est de savoir ce qu'il ferait. Et quand est-ce que ça va arriver? D'après nos meilleurs calculs, dans 75 ans. Dans 75 ans, la Terre va être détruite. C'est la fin du monde. Face à une mort imminente, on aurait deux types de réactions. Il y aurait ceux qui se serreraient les coudes dans l'espoir de préserver l'humanité, ou du moins une parcelle d'humanité. Et puis, il y aurait ceux qui baisseraient les bras et qui perdraient espoir. Il serait absolument capital de définir un objectif commun, un point central auquel on pourrait se raccrocher. Si un corps céleste se dirigeait vers nous et menaçait de détruire la Terre entière, je pense que ça nous pousserait à chercher ailleurs. On serait tenté de croire qu'on pourrait aller sur Mars ou sur une des lunes de Jupiter pour échapper à l'apocalypse. Mais dans ce scénario, il n'y aurait plus aucun endroit sûr. Il ne resterait plus rien pour nous ici. Cela signifie que la seule solution serait d'essayer de trouver un autre système solaire. Il faudrait abandonner définitivement ce système solaire ravagé qui était le nôtre. Comment serait-ce possible? Pourrait-on réellement évacuer 7 milliards de personnes et les emmener ailleurs, à un endroit où la race humaine pourrait survivre? Ça coûterait une fortune. Il faudrait mobiliser des ressources financières et humaines colossales. Mais si on était condamné, ce serait la meilleure chose à faire. Une étoile à neutrons se dirige vers notre système solaire. Chaque seconde qui s'écoule nous rapproche de l'instant où tout ce qu'on connaît sera détruit. Dans 75 ans, cette étoile atteindra la Terre et celle-ci sera entièrement détruite. Ça défie l'entendement. Peut-on réellement sauver 7 milliards de personnes, sachant que de toute l'histoire de l'humanité, seules 600 personnes sont allées dans l'espace? Peut-on évacuer 7 milliards de personnes en seulement 75 ans? Pour être honnête, je pense qu'il faut envisager que ce ne soit pas possible. Il y a aussi le problème de la distance à franchir. Il faudra probablement aller au moins à 6, 7, voire 8 années-lumière, ce qui représente 66 000 milliards de kilomètres. Une chose est sûre. On ne pourra pas utiliser les engins spatiaux actuels. Les fusées qu'on connaît, Mercury, Apollo, la navette spatiale, sont toutes des fusées à propulsion chimique et elles ne feront probablement pas l'affaire. On ne peut pas utiliser un système de propulsion chimique pour atteindre une autre étoile. C'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Plus on emporte de combustible à bord, plus il faut de combustible pour avancer. On n'arrivera jamais à destination. Il faudra construire un vaisseau gigantesque. Il faudra aussi concevoir un nouveau type de réacteur pour le propulser. Mais est-ce qu'on en est capable?
On a beaucoup à dire en peu de temps, alors allons-y. Voici E0302, la raison de notre présence ici et un rappel constant de l'urgence de la situation. Aujourd'hui, nous allons examiner les propositions des groupes de travail de la division vaisseaux d'évacuation. Je rappelle à tout le monde que cette réunion, ainsi que le projet entier, sont classés secrets. Heureusement, il existe de nombreux moyens d'atteindre les étoiles, en n'utilisant rien d'autre que la physique connue. Mais ça reste un défi technologique majeur. L'élaboration d'un nouveau système de propulsion ne va pas sans risque. Mais si le sort de l'humanité est en jeu, on n'aura pas le choix. Le projet a été baptisé Horizon. Il rassemble les toutes dernières technologies en matière de propulsion spatiale. Je vous propose d'en examiner un certain nombre. Le plasma, prometteur, malgré des problèmes concernant le combustible et son stockage. Envisageable. Plus la vitesse d'expulsion des gaz d'échappement est importante, plus la capacité d'accélération de la fusée est élevée. Dans une fusée à plasma, on recourrait à l'électricité pour accélérer les gaz. Et on pourrait ainsi propulser l'engin à haute vitesse. Mais même s'il est plus puissant, le plasma nécessiterait beaucoup de carburant. On en revient donc au point de départ. Les voiles solaires. Cette technologie a fait l'objet de recherches poussées, en particulier ces 15 dernières années. Une voile photonique utilise la lumière du soleil pour se propulser. On ne le sent pas quand on marche, mais l'énergie lumineuse exerce une pression sur notre peau. Un tissu polymère est tendu sur une armature en acier. Lorsque la voile est en orbite basse, elle fonctionne de manière très efficace. Le rayonnement solaire frappe la voile. L'énergie cinétique des photons lui est alors transférée, ce qui engendre une poussée, un peu comme le vent pousse un bateau en s'engouffrant dans ses voiles. S'ils sont suffisamment grands et légers, certains modèles de voiles photoniques peuvent permettre d'atteindre des vitesses très élevées. Mais la voile solaire a un inconvénient. Elle exploite la poussée du rayonnement lumineux en provenance du soleil. Et à mesure qu'on s'éloigne du soleil, cette poussée est de plus en plus faible. C'est comme si on roulait sur une longue route déserte et qu'il n'y ait plus de station-service sur des kilomètres et des kilomètres. On a une autre option dans le domaine de la propulsion interstellaire qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'antimatière. L'antimatière est le plus grand espoir de tous les ingénieurs en propulsion depuis 20 ans. L'antimatière est une forme miroir de la matière. Elle est de même masse qu'une particule normale, comme un proton ou un électron, mais de charge et de spin opposés. Et quand une particule rencontre l'antiparticule qui lui correspond, les deux s'annihilent, ce qui produit une quantité phénoménale d'énergie. Elles se convertissent en énergie pure, selon la formule d'Einstein, E égale mc2. C'est efficace à 100%. Il n'y a aucune comparaison entre l'énergie provenant de l'antimatière et les énergies fossiles qu'on connaît bien. Sa puissance énergétique est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fois plus élevée. Mais l'antimatière pose un sérieux défi. Toute cette énergie est très dangereuse et on ne sait pas bien la contrôler, encore moins la canaliser dans un moteur. Elle est très instable et en cas de panne moteur, c'est la catastrophe. Il faut la stocker dans une chambre à vide et la confiner à l'aide de champs magnétiques très puissants pour qu'elle n'interagisse pas avec les parois de la chambre. Car s'il y a interaction, elle annihile les parois et produit de l'énergie. En d'autres termes, ça devient une énorme bombe. C'est une solution hasardeuse. Passer du stade de la théorie au défi technologique que représente la construction d'un engin utilisant l'antimatière pour se propulser, dans le laps de temps imparti, ça me paraît irréalisable. Pour résumer, on ne peut pas utiliser la propulsion chimique. Les voiles solaires sont tributaires du soleil et l'antimatière est trop dangereuse. Pour un engin spatial censé voyager vers les étoiles lointaines, ça part plutôt mal. Merci d'être venu. On va maintenant rejoindre nos groupes de discussion.
Heureusement, on dispose d'un autre atout, une technologie très prometteuse. L'ironie de la chose, c'est qu'elle existe depuis plus de 60 ans, mais ça pourrait bien être la solution. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse ou qu'on aille, on est impliqué dans la guerre nucléaire. Dans le cadre du projet Manhattan dans les années 1940, un physicien du nom de Stanisław Ulam a proposé de lancer un énorme engin spatial propulsé par des bombes nucléaires. Certains scientifiques, dont Freeman Dyson, ont repris ce concept et ont imaginé un vaisseau propulsé par des explosions nucléaires. Le projet a été baptisé Projet Orion. Le projet Orion est un moyen brutal d'atteindre les étoiles. La première fois qu'on en entend parler, on se gratte la tête d'un air perplexe. Et pourtant ça marche, du moins c'est ce qu'on pense. Orion est un concept très simple. Imaginez un très grand vaisseau et à l'arrière, une sorte d'amortisseur géant. On largue des bombes nucléaires depuis l'arrière du vaisseau et quand elles se trouvent à une dizaine ou une centaine de mètres de distance, elles explosent et l'onde de choc vient frapper l'amortisseur géant. On déclenche de multiples explosions et le vaisseau accélère jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Les ondes de pression propulsent le vaisseau. Orion permettrait de se déplacer extrêmement vite. Dans les années 60, Freeman Dyson et Ted Taylor ont construit un prototype qu'ils ont propulsé dans les airs à l'aide d'explosifs conventionnels. Cette expérience a prouvé que ce mode de propulsion fonctionne. L'objet le plus rapide construit par l'homme est la sonde Voyager, qui atteint 0,006 fois la vitesse de la lumière. À cette vitesse, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre une autre étoile, mais avec Orion, on irait bien plus vite. Aujourd'hui, à l'aide de cette méthode, on est techniquement capable d'atteindre les étoiles et de les atteindre rapidement. C'est une technologie qu'on aurait pu mettre au point si nécessaire dans le passé. Des études réalisées montrent que si on faisait exploser une bombe derrière le vaisseau toutes les 3 secondes pendant 10 jours, on atteindrait une fraction importante de la vitesse de la lumière. On a arrêté la recherche nucléaire parce que les essais ont été interdits. We shall not regret that we have made this clear national commitment to the cause of man's survival. C'était une bonne chose. Ça nous a empêchés de lancer des bombes dans l'atmosphère. En théorie, on pourrait simplement reprendre les travaux de recherche menés sur le système Orion dans les années 60. Pour concevoir et construire un tel vaisseau, il faudra mettre en place une coopération à une échelle encore jamais atteinte. Il faudrait mobiliser toutes les compétences technologiques et scientifiques du monde. Je parle ici de ressources naturelles, de la nécessité pour les économies du monde entier d'abandonner le concept d'argent, de tendre vers un objectif commun. Le problème, ce sera cette date limite. On n'aura aucune marge. On devra avoir tout fait en 75 ans. Si les gens étaient confrontés à un danger réel mettant en péril leur existence, je pense qu'on verrait toutes sortes de réactions. Aujourd'hui, vu l'importance des médias sociaux, ça aura un impact énorme. Tout le monde sera au courant en une milliseconde. Je pense que des gens se tourneraient vers des groupes ou des organisations religieuses en quête de réponses. On verrait aussi une augmentation importante du nombre de suicides. Le monde va prendre fin. Ce sera le chaos le plus total. Le décompte a commencé. On a maintenant 70 ans ou moins pour évacuer la Terre et éviter d'être détruit par l'étoile à neutrons. Et on a décidé de construire un vaisseau spatial, une arche de Noé pour la race humaine.
Pour concevoir et construire un vaisseau interstellaire, il faut commencer par rassembler les meilleurs spécialistes du monde. Des personnes issues de différents domaines scientifiques, des biologistes, des botanistes, des physiologistes, des physiciens. La liste des experts dont il faudrait obtenir la coopération est longue. Définir un lieu central où ces hommes et ces femmes pourront interagir et coordonner leurs efforts sera une étape essentielle à la réussite de cette entreprise. La mission a pour nom Projet Horizon. Et nous vous proposons de découvrir en exclusivité ce complexe tentaculaire qui sort de terre ici, en Floride, et qui a d'ores et déjà été baptisé la Cité du Vaisseau. Dans quelques mois, ce site bénéficiera de la protection de l'armée. La lutte pour sauver l'humanité pourra alors commencer. Vous faites venir vos spécialistes à la Cité du Vaisseau. Vous réunissez vos scientifiques et vos ingénieurs et vous pouvez alors démarrer la phase de conception. Il faut prévoir de les loger. Pas seulement eux, mais aussi leurs familles, les femmes, les maris, les enfants qui les accompagnent. Une immense communauté dont il faut satisfaire les besoins. Ils vivront dans la Cité du Vaisseau pendant toute la durée du projet de construction du véhicule. Et ils risquent d'y passer toute leur vie car c'est un projet à long terme. Et c'est dans cette ville improvisée que se jouera l'avenir de la race humaine. Le premier objectif sera de trouver comment construire et faire fonctionner le vaisseau Orion. Concevoir un vaisseau comme Orion va poser un certain nombre de défis. La première étape sera d'augmenter la production de plutonium. Depuis la fin de la guerre froide, on ne produit plus beaucoup de bombes nucléaires par rapport à avant. En fait, on n'en fabrique quasiment plus. Il faudrait donc s'y remettre. En plus de reconstituer nos réserves de plutonium, il faudrait concevoir les petites bombes utilisées spécifiquement pour Orion. On ne pourrait pas recycler les armes nucléaires déclassées de notre arsenal. Il faudrait en concevoir de nouvelles. Les bombes seront mises en place dans la plaque. Les plaques servant à la propulsion devront remplir d'autres fonctions, ce qui rend leur conception difficile. Elles devront notamment convertir en énergie cinétique l'énergie produite par l'explosion. Elles devront également protéger des radiations les occupants du vaisseau. Être à côté d'une bombe à hydrogène qui explose, ça n'est pas vraiment bon pour la santé, à moins d'être protégé par un bon bouclier. Et enfin, elles doivent résister aux multiples détonations, une toutes les 3 secondes, qui permettent la propulsion de l'engin. Avec une détonation toutes les 3 secondes, on pourrait atteindre une fraction respectable de la vitesse de la lumière. Peut-être même 7%. Tout en perfectionnant le système de propulsion, on devra commencer à s'interroger sur le vaisseau lui-même. Quelle sera sa taille? Quel environnement devra-t-on créer à l'intérieur pour accueillir les passagers? Un des éléments fondamentaux qu'on va devoir fournir et qu'on considère comme allant de soi ici, sur Terre, c'est la gravité. La gravité est un principe d'organisation pour tous les animaux et les plantes de grande taille. Notre corps s'est adapté en termes de physiologie et d'anatomie pour s'accommoder de la gravité. Dans l'espace, en l'absence de gravité, une des premières manifestations qu'on observe, c'est une décalcification des os. Les muscles s'atrophient. D'autres changements affectent votre physiologie. Les types qui reviennent de la Station spatiale internationale après avoir passé 3 mois dans l'espace, quand ils sortent de leur capsule, il faut les soutenir, sinon ils s'écroulent. Ils sont extrêmement faibles. Il s'agirait de passer toute sa vie en apesanteur.
Et ça pose tout un tas de problèmes. Premièrement, je ne suis pas sûr que des hommes et des femmes puissent avoir des enfants dans cet environnement. Notre système reproducteur repose sur la gravité terrestre. Chez l'ensemble des animaux vertébrés, le squelette interne ne se développerait pas correctement dans un monde dépourvu de gravité. Si on veut procréer dans l'espace, notre progéniture aura beaucoup de mal à se développer, à moins de créer une gravité artificielle. On ne sait même pas à quoi ressemblerait un être humain soumis à l'apesanteur depuis sa naissance et même avant dans le ventre de sa mère. Son corps fonctionnerait-il comme le nôtre? Est-il seulement possible de donner naissance dans l'espace interstellaire? Il faut partir du principe qu'on devra élever plusieurs générations dans l'espace. Et cela n'a jamais été fait. Heureusement, il y a des moyens relativement simples de simuler la gravité, en particulier par un mouvement de rotation. Si vous prenez le véhicule, que vous le faites tourner, vous créez une gravitation grâce à la force centrifuge. Si vous avez un grand cylindre qui tourne lentement, cette force vous pousse contre les parois du cylindre. L'accélération centripète est ressentie comme la gravité, et heureusement pour nous, c'est suffisant. Si la solution c'est un cylindre en rotation, la question est de savoir quelle taille l'engin peut atteindre, car ça détermine le nombre de passagers qu'on peut accueillir. Eh bien, il peut être relativement grand, et à cette échelle, on peut commencer à parler de ce qu'on appelle un cylindre O'Neill. Gérard O'Neill était professeur de physique à l'université Princeton. Il a proposé un modèle de colonie spatiale où les gens vivraient à l'intérieur d'un cylindre qui tourne pour créer une gravité artificielle. Tout a été simulé par ordinateur. On a bon espoir que le cylindre permette de maintenir une pression constante. Là-bas, vous avez un cylindre du même type que celui proposé par O'Neill pour fonctionner dans l'espace. Il est conçu pour produire une pression équivalente à celle de l'atmosphère terrestre. Là, c'est un système pressuré qu'on peut déverrouiller pour faire circuler les gens et le matériel. Une fois que le système est verrouillé, le cylindre maintient une pression adéquate. Ça me paraît bien. La lumière est un problème évident dès qu'on s'éloigne du Soleil, ne serait-ce que de quelques jours. On va donc avoir besoin d'une lumière artificielle. Mais ça ne pose pas autant de problèmes qu'on pourrait croire. On pourrait installer une barre au centre du vaisseau qui recréerait le cycle journalier du Soleil. Parce que les hommes, les plantes et les animaux ont besoin de l'alternance des jours et des nuits pour vivre. Ces cycles régulent le rythme cardiaque. Ils régulent la température du corps. Donc maintenir un cycle de 24 heures est essentiel pour la santé. L'idée serait de construire de grands habitats autonomes et de créer un écosystème à l'intérieur de chacun d'eux afin de permettre à des centaines de milliers de personnes de vivre dans l'espace, dans cet environnement spatial indépendant et autosuffisant. Ce sont des vaisseaux de cette taille qu'il faudrait lancer vers les étoiles et que des systèmes de propulsion comme Orion seraient sans doute capables de propulser. Baptisé l'Arche, ce cylindre mesurera 24 km de long et plus de 3 km de large, soit environ 4 fois la taille de Manhattan. Selon les scientifiques de la cité du vaisseau, il pourrait accueillir jusqu'à 250 000 personnes. Mais aucun spécialiste ni membre du gouvernement n'a répondu à la question « Qui seront ces personnes ?» Un arrêt de mort a été prononcé contre la planète Terre. Sa destruction est inéluctable. Nous faisons des efforts désespérés pour nous enfuir de ce qui a toujours été notre seule maison. Nous devons construire un grand vaisseau et le mener jusqu'aux étoiles. Nous devons évacuer la Terre. La dure réalité
c'est qu'on ne sera jamais capable de construire un vaisseau ou un ensemble de vaisseaux qui puisse transporter 7 milliards de personnes. On ne pourrait pas tenir les délais. Si c'est ça l'objectif, le projet est voué à l'échec. Heureusement pour l'humanité, il n'est pas nécessaire que tout le monde parte. Un petit groupe génétiquement diversifié peut se multiplier une fois arrivé à destination. Reste à savoir comment on sélectionnerait les membres du groupe. Qui sera du voyage? Pour moi, c'est la grande question. Comment sélectionner les personnes qui feront partie de ceux qui partent? Une des premières étapes, ce serait de comparer l'ADN d'un maximum de gens. Dans l'idéal, on parcourrait la planète pour rassembler les données génétiques de l'ensemble de la population. On aurait ainsi un instantané de la race humaine à l'instant T. On cherche les membres fondateurs d'une colonie, un groupe d'êtres humains appelés à vivre sur une planète lointaine. Ce qui est donc important, c'est leur capacité à survivre, et le profil génétique est un bon indicateur en la matière. Un facteur essentiel, c'est la biodiversité de ceux qui partiront. Il s'agit d'avoir une grande variabilité génétique. Une population devient très vulnérable quand on a une composition génétique monolithique. Elle devient vulnérable face aux maladies, même bénignes. Par exemple, si on était tous sensibles de la même façon à la grippe ou à une attaque virale, on pourrait tous mourir d'un coup. Il faudrait que la communauté scientifique participe activement à la sélection des candidats, qu'elle détermine le type de personne à même de convenir. Les candidats devront être biologiquement parfaits, du moins les plus parfaits possibles, car il s'agira de survivre sur une longue période. On cherche en priorité des gens naturellement peu sujets aux maladies et ayant une grande espérance de vie. Des affections comme le syndrome post-polio, la maladie de Parkinson. Si au cours de la mission, l'équipage développe ce genre de troubles, c'est un facteur de risque majeur pour les derniers survivants. On ne peut pas se permettre d'embarquer une personne qui a été diagnostiquée comme étant schizophrène ou qui représente un danger pour le reste de l'équipage. On ne peut pas prendre de diabétiques. On ne peut pas prendre de gens qui ont des problèmes de santé à long terme. On va réduire le patrimoine génétique de la race humaine tout entière à une poignée de passagers à bord d'un seul vaisseau. Il est donc essentiel qu'on préserve autant que possible la diversité génétique et que ces gens soient dans le meilleur état de santé possible. Dans certains pays, on recruterait du personnel médical qualifié pour rassembler les échantillons. Ailleurs, les gens pourraient les envoyer eux-mêmes. On pourrait créer un test d'éligibilité et l'envoyer à un maximum de personnes. Il se présenterait sous la forme d'un simple kit contenant une aiguille de prélèvement, une notice d'utilisation et une enveloppe réponse. Et le tout serait à retourner à la cité du vaisseau. Une fois au laboratoire, les échantillons seraient analysés. Comment ça marche? Aujourd'hui, on peut établir la carte génétique complète d'un individu pour seulement quelques milliers de dollars. On peut savoir si une personne est susceptible de développer un cancer. On sait que certains gènes prédisposent au cancer ou aux maladies du sang. On pourrait très facilement détecter ces maladies. Plus on aura d'informations génétiques au cours des prochaines années, plus ce travail sera aisé. On aura besoin de personnes qui soient génétiquement prédisposées à survivre dans divers environnements. Si je devais choisir des gens capables de survivre à long terme avec des ressources minimales, je prendrais les Inuits du Groenland ou du nord du Canada, qui vivent dans des environnements très rudes depuis des milliers d'années.
Ce genre d'aptitude est absolument essentiel. On est parvenu à décoder le génome humain. Est-il possible qu'à l'avenir, on puisse éliminer les maladies graves qui touchent l'être humain? Des affections comme le syndrome post-polio, la maladie de Parkinson. Si au cours de la mission, l'équipage développe ce genre de troubles, c'est un facteur de risque majeur pour les derniers survivants. Si on possédait la technologie nécessaire pour éliminer ce type de pathologie, il faudrait évidemment s'en servir. En revanche, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de reprogrammer l'homme pour modifier sa personnalité ou son apparence. Ce serait vraiment contraire à l'éthique. On supprimerait tout ce qui fait de nous des êtres humains, à savoir nos imperfections. La génétique n'est pas le seul critère pour faire partie de ce groupe. Un ensemble de compétences seront requises. Tout d'abord, il faudra un équipage pour piloter le vaisseau et faire fonctionner les différents sous-systèmes. Des médecins, des ingénieurs, des pilotes, des scientifiques, des techniciens médicaux, des chercheurs en médecine. Mais l'attribution des rôles se fera sûrement un peu plus tard. Quels que soient les critères retenus, choisir ceux qui partent, c'est aussi choisir ceux qui restent. Et ça représente beaucoup de monde. En fait, 99% de la population ne va pas partir. Et même si vous êtes objectif dans le choix de vos critères, beaucoup de gens vont considérer que le processus de sélection est biaisé en faveur des puissants de ce monde. Ce sont surtout les plus riches qui définiraient les priorités dans ce projet et seraient étroitement impliqués dans la sélection du petit groupe de survivants qui partirait dans l'espace. Les règles seront dictées par ceux qui sont au pouvoir. Ils détiendront le savoir, ils disposeront des connaissances financières nécessaires. Des affrontements ont éclaté dans 71 pays sur les 5 continents. Les manifestants réclament l'arrêt du programme de construction du vaisseau. Certains s'indignent du coût exorbitant du projet, d'autres dénoncent le manque d'intégrité du processus de sélection. Dans de nombreux pays à travers le monde, très peu de gens seront sélectionnés pour faire partie du voyage. Il y a des populations pauvres en ressources qui voudront participer à ce projet et qui ne seront pas retenues. La lutte pour le contrôle des ressources est généralement violente. Ça risque fort de finir en tragédie. S'ils avaient l'impression d'avoir une petite chance de pouvoir monter à bord du vaisseau, les gens du monde entier ne réclameraient pas d'autres stratégies. Qu'est-ce qui est juste s'agissant du pourcentage de population? Qu'est-ce qui est juste par rapport aux pays qui ont le plus investi financièrement dans le projet? Si des nations décident de ne pas participer au projet, doit-on autoriser certains de leurs ressortissants à faire partie du voyage? On pourrait simplement organiser une loterie où chacun aurait une chance égale d'être choisi. Mais ce serait la pagaille. Les gens se feraient la guerre pour savoir qui participerait au voyage. Certains gouvernements vont peut-être dire « J'ai la bombe atomique, si vous ne faites pas ce que je dis, ça va péter. » C'est la fin du monde, c'est le moment ou jamais d'agir. On risque d'observer, entre autres, une augmentation du nombre de guerres civiles. Et les gens au pouvoir vont peut-être choisir de laisser ces guerres se dérouler, de ne pas intervenir, de laisser ces communautés, ces gens s'exterminer entre eux. Il y a deux scénarios possibles. Soit les hommes s'unissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes, soit ils se révèlent sous leur pire aspect. Comment les gens qui ne seront pas sélectionnés vont-ils réagir? Feront-ils tout ce qu'ils peuvent pour que personne ne parte? Essaieront-ils de saboter cette tentative pour sauver l'humanité? Face à la menace d'une catastrophe de cette ampleur, je pense qu'il y aurait un risque réel que des sectes
où des groupes fondamentalistes se forment pour saboter un tel projet. Vous entrez dans une zone réglementée. Veuillez vous arrêter. Dans la Bible et dans d'autres religions, on évoque les fléaux frappant périodiquement l'humanité tout au long de son histoire. Certains croiront qu'il s'agit de ce genre de catastrophe. Et il faudra se protéger contre ceux qui voudront saboter la mission. Le terrain de la cité du vaisseau est miné. Votre véhicule va être détruit.